Je voudrais remercier le mage et Paul et son équipe formidable de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences. Je suis désolé de ne pas être là avec vous, mais ça pourrait être intéressant le fait d'être un non-être, qui est un peu le sujet de mon exposé aujourd'hui. Euh, Maintenant, nous parlons de l'art israélien. À quoi faisons-nous allusion quand nous disons art israélien? Et le problème, d'une certaine façon, est déjà dans le titre, parce que le concept d'Israël, d'israélien, ces deux concepts ont un sens que par rapport à l'État d'Israël constitué et fondu en 1948. Avant, en principe, il n'y avait pas d'Israël. Mais c'est certain que j'ai été invité à parler d'une période beaucoup plus ancienne, du début du XXe siècle, quand il n'y avait pas encore Israël. Donc, on va se référer à l'Israël d'avant Israël. Et je me réfère à un contexte de pensée et d'action juive qui se référait directement et spécifiquement à un territoire donné, dit le pays d'Israël. On pourrait même parler d'un État embryonnaire de l'art israélien. Je vais donner quelques exemples qui vont paraître un peu bizarres du point de vue du rapport qu'elles peuvent avoir avec ce que nous pouvons sentir, comprendre, deviner qui est l'art d'Israël. Le début il faut dire que le début du XXe siècle est une période très agitée, très bouillante, intellectuellement, existentiellement, quand la pensée juive traditionnelle, l'identité juive, l'existence juive sont défiées par des grands, des immenses phénomènes culturels qui marquent le monde occidental. Je veux dire, d'une part, c'est la sécularisation, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'autorité religieuse, partout, pas seulement pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants aussi. L'individu, surtout en Europe, ne se définit plus d'après sa croyance religieuse. Le deuxième phénomène, qui est peut-être plus important, c'est euh, euh, la montée du nationalisme moderne. Je veux dire que l'Europe et l'Asie, après la dissolution des grands empires au début du XXe siècle, deviennent un cosmos grandissant de petits États séparés, des États-nations séparés. L'Italie, l'Allemagne, la Serbie, la Bulgarie n'existaient pas avant la fin du XIXe siècle. Et ce sont que des exemples. Il y a des myriades, j'exagère, mais beaucoup de... Je dirais que les individus, les êtres humains européens se définissent par rapport à leur appartenance nationale. La réponse à la question qui suis-je, qui es-tu? Et je suis français, je suis allemand, je suis serbe. Et c'est un phénomène tout à fait nouveau. Une nation, d'après les théoriciens du nationalisme, c'est un groupe, une communauté qui a une langue commune, qui a une histoire commune, bien des fois une histoire tout à fait imaginée, on va en parler, et bien sûr un territoire commun et défini. Maintenant, quant aux Juifs, les Juifs non croyants, avec les Juifs croyants, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont leur communauté donnée et fermée. Mais les Juifs non croyants, les Juifs modernes, qui veulent appartenir à ce monde nouveau fait de nations, que faire? Comment être des êtres significatifs qui ont vraiment une plénitude humaine, un sens humain quand ils sont dépourvus de nationalité? Ils sont éparpillés dans le monde entier, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas vraiment une histoire définie. La Bible, les histoires de la Bible ne sont pas une histoire dans le sens moderne, et ils n'ont pas de langue. Donc, beaucoup d'entre eux
comprennent l'hébreu, mais l'hébreu, c'est une langue de prière. Avec l'hébreu qu'ils connaissent, on ne peut pas acheter une baguette chez le boulanger. Ce n'est pas une langue pratique, c'est une langue presque morte. Donc sans langue, sans territoire et sans histoire, ce n'est pas une vraie nation dans le sens moderne du terme. Leib Pinsker, un docteur, un philosophe, un grand intellectuel, à mon avis, de la fin du 19e siècle, a écrit en 1882 un livre très influent, un petit bouquin qui s'appelle L'auto-émancipation, mais dans lequel il écrit que pour les non-juifs, ces juifs sans territoire et sans histoire et sans patrie sont des créatures effrayantes. Ils font peur. On a peur de juifs parce qu'ils vivent entre les nations comme des morts vivants, comme des fantômes, comme des zombies, on dirait aujourd'hui. Et ça fait peur. Et il a parlé lui-même dans ce livre, Lépinsker, d'une maladie mentale moderne qui s'appelle la judophobie, la peur de juifs, dont le symptôme principal, c'est l'antisémitisme. Et voilà le zombie juif, effrayant. C'est un vieillard qui paraît fou, aux yeux hagards. Il court dans une forêt noire, une forêt de croix, dans la neige. Il trépite sur des fleuves de sang et sur le corps des cadavres des pogroms. C'est une peinture immense, plus de 4 mètres de hauteur, qui a été peinte à Paris par le peintre juif polonais Shmuel Hirschenberg en 1889. Pas loin d'où vous êtes maintenant, en principe. Une peinture parisienne, disons. C'est un chef-d'œuvre de la peinture israélienne, juive. Et elle s'intitule Le Juif éternel, ou le Juif errant. Elle est basée, et c'est absurde d'une certaine façon, sur une légende chrétienne antisémite qui se réfère à un cordonnier juif qui n'a pas laissé Jésus reposer, Jésus portant la croix à Jérusalem, souffrant ses dernières minutes de marche dans les rues de Jérusalem, et Jésus lui a demandé de prendre du repos un moment dans son magasin, et il a dû continuer à marcher. Et Jésus lui a dit, moi, je vais continuer à marcher, mais toi, tu vas continuer à marcher avec moi et tu vas arrêter que quand je reviendrai sur terre. Donc, une histoire antisémite sur l'exil éternel des Juifs, mais les Juifs ici se sont identifiés à cette image désolante d'exil. Maintenant, quel rapport peut avoir cette peinture d'horreur, comme il y a des films d'horreur, ça c'est une peinture d'horreur, mais quel rapport elle peut y avoir avec la peinture israélienne? Quand nous pensons aux peintures israéliennes, on pense au soleil, on pense aux oranges, on pense au ciel bleu, mais il s'avère que ce grand tableau a une certaine dimension israélienne. Shmuel Hirschberg est enterré à Jérusalem parce qu'il a été invité par Boris Schatz. De Boris Schatz, on va en parler bientôt, et on va en parler beaucoup. Le fondateur de l'école de Bezalel, et on va parler de l'école de Bezalel dans quelques minutes. Et Hirschberg a été invité d'être parmi les enseignants de cette école d'art à Jérusalem. Il a fait donation de ce grand tableau au musée Bezalel, qui était un musée et accolé à l'école d'art que Boris Schatz a inventé. C'était ce petit musée grand musée, est devenu plus tard le musée d'Israël.
Et vous pouvez voir dans l'image suivante une salle du musée de Bezalel aux années, avec Boris Schatz ici présent. J'espère que vous voyez ma souris. Et entre ces élèves, les élèves de l'école, quelques-uns seront de grands artistes israéliens connus. C'est pour cela que Boris Schatz s'est appelé, oui, titré le père de l'art israélien. On a déjà encore une sorte de relation entre ce que nous évoquons et l'art israélien. Et derrière le groupe, vous voyez la peinture de Hirschenberg, qui est déjà fait partie du musée d'art juif de Jérusalem, le musée Bezalel. Je dois dire personnellement, avant que je le dise, regardez cette affiche, parce que je crois que graphiquement, elle est intéressante. Ce que vous voyez là, c'est la couverture du catalogue du musée juif Bezalel de Jérusalem. À l'occasion du 25e anniversaire, ou du 20e anniversaire de sa fondation par Boris Schatz. Vous voyez que les colonnes élaborées, la couleur d'or, le candélabre, la menorah, tout cela, ce sont des symboles qui peuvent rappeler le temple de Jérusalem. Donc on a ici une certaine allusion au temple de Jérusalem. Et Boris Schatz et ses collègues se sont considérés comme prêtres dans un nouveau temple. Un temple qui sera comme un réacteur qui puisse influer de la créativité et de la conscience nationale dans tous les juifs du monde. Et qu'est-ce qu'on voit par la porte, la grande porte, le portail de cette école de Bezalel, de ce musée de Bezalel? On voit les juifs errants. Et nous sentons d'une certaine façon que nous pouvons jeter une bouée de sauvetage à ce pauvre juif qui court dans la forêt polonaise et le sauver. Et donc, d'un côté, un symbole de la créativité qui se fait déjà à Jérusalem, de l'autre côté du mur, le symbole de la drame diasporique la plus flagrante. Et nous pouvons, bien sûr, jeter la bouée de sauvetage, aider le juif courant dans la forêt noire et l'amener à la sécurité du temple, le sauver. Donc, le juif aura maintenant sa maison. Je parle bien sûr métaphoriquement, et je suis sûr que Trump aurait maintenant, se serait servi maintenant du concept de fake news, parce que ce que nous faisons ici, ce sont de fake news. Moi-même, quand j'étais conservateur au musée d'Israël, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher cette grande, immense, lourde, ce grand monstre muséologique qu'est la peinture de Hirschenberg. Jamais on pouvait facilement trouver de la place ou trouver un mur qui est assez grand pour l'exposer. Et voilà un autre vieillard juif de Paris. Et lui aussi sera d'une façon bizarre, partie intéressante et importante de la naissance de l'art israélien. Mais vous voyez combien il est différent du juif errant de Hirschenberg. Si vous voulez, c'est le contraire. Nous sommes dans les mêmes années presque, fin du 19e siècle. Que voyons-nous là? Une sculpture, vous direz. Non, ce n'est pas une sculpture. Moi, je vous répondrai que c'est une photographie d'une sculpture. La sculpture elle-même, on ne sait pas où elle en est. Elle a été façonnée par le même Boris Schatz. Elle a été dans la collection du roi de Bulgarie entre 1905 et 1910. Elle a complètement disparu. Moi-même,
mon obsession de la trouver un jour. Il se peut que ça se fera. Comme j'ai dit, la sculpture a été créée par Boris Schatz, dont on a mentionné déjà plusieurs fois. Un artiste lituanien vivant à Paris, très bon ami, élève, assistant de Marc Antokolsky, qui était un juif, lituanien aussi, mais un des artistes sculpteurs les plus importants de l'Empire russe. Et le professeur de Boris Schatz. Et ce qui est exposé ici, c'est une scène du premier livre des Maccabées. C'est le prêtre Mattathias qui tue le représentant du royaume séleucide, représentant des Grecs, qui voulait profaner le temple de Jérusalem. Il l'a tué. D'une main, il tient encore l'épée. De l'autre côté, il appelle ses compatriotes à déclencher la révolte contre la domination d'Israël par les rois séleucides de Syrie. En cet acte, il fonde le royaume hasmonéen libre. Donc, il constitue un État juif. Et c'est une histoire tout à fait vraie. C'est ce qui est passé au IIe siècle avant notre ère. Donc, ce que nous voyons devant nous, c'est une photographie, comme j'ai dit, photographiée par Boris Schatz lui-même, d'une œuvre qui unit en elle tous les symboles de la nationalité, de la nation. Il y a une histoire, bien sûr, c'est l'histoire des Maccabées, des Hasmonéens. Il y a un territoire, tout ça, s'est passé à la Terre Sainte, au pays d'Israël. Et regardez la base de la sculpture, il y a aussi la langue. Et je vous ai dit déjà que la langue est un des éléments importants de la définition d'une nation. Et vous voyez que là, vous voyez le modèle en plâtre de la sculpture dans le studio de Boris Schatz. Il est là assis à gauche avec ses amis, avec ses copains. Et il, à Paris, bien sûr. Et vous voyez qu'à la base de la sculpture, il y a des lettres, mais ce ne sont pas des lettres hébraïques qu'on connaît, que les gens du 19e siècle pourraient reconnaître de leurs livres de prière juifs, de leur Bible juive. Ça, ce sont des lettres de l'hébreu ancien. Donc, Boris Schatz fait ici comme un raccourci fondamentaliste. Il ne va pas au passé proche, il va au passé lointain, il va au passé mythique. Ce sont des lettres avec lesquelles se sont servis les rois d'Israël, le roi David, le roi Saoul, les autres rois, les prophètes, Jérémie, Jésaïa. Ce sont des lettres de la période du premier temple. Donc, des lettres antiques qui connotent une autorité primordiale. Et pour Boris Schatz, c'est important de les inclure dans ce symbole national qu'il crée. Donc, on voit ici l'art comme un instrument, je dirais, important, principal, central dans la constitution d'une nation. Voilà, c'est un regard de près sur les lettres hébraïques anciennes. Ce qui est écrit là, c'est Mattathias, c'est le nom de Mattathias. Boris Schatz a fait toute une recherche pour savoir exactement comment écrire Mattathias avec des lettres hébraïques anciennes. Il a fouillé dans les livres d'histoire et il a revu des photographies des monnaies hasmonéennes avec des lettres qui constituent le mot Mattathias. Continuons. Quand Boris Schatz
sculpte, et peint et fait son art à Paris à la fin du 19e siècle. Il habite au nord de Paris, il habite pas très loin de Pigalle. En septembre 1882, il passe chaque matin près de cette affiche. Et c'est une affiche horrible. Regardez, c'est le représentant, le candidat antisémite dans les élections législatives de septembre 1882. Et il atteste son antisémitisme. C'est un cri d'aide à tous les compatriotes de chasser les Juifs de la France. Et chose intéressante, et il dit lui-même, vous voyez, là, il n'est pas question de religion. Donc la haine des Juifs n'est pas religieuse, n'est pas théologique. C'est une question de race. Le Juif est une race différente, ennemie de la nôtre. Et comme vous voyez ici, c'est une sorte d'affiche nationale, parce que ce qu'on voit, ce sont les Gaulois, donc les éléments constitutifs de la nation française, au moins d'après certaines idéologies. Et on voit ce juif étranger avec le chapeau de forme, capitaliste tout à fait, petit, moche, assis sur cette tête de porc que le Gaulois tient dans sa main. Et Borchardt passe devant cette affiche. Et je ne crois pas que ça n'influence pas sa conscience. Et maintenant, cette affiche, ce monsieur Villette, ce candidat antisémite, fait partie du parti antisémite, très antisémite d'Édouard Drumont. Édouard Drumont est une des figures qui vont être à la base de l'antisémitisme qui accompagnait le procès de Dreyfus. Et Borchardt, c'est là. Borchardt, c'est là pendant le procès. Et je crois que ce que Borchardt fait, quand il montre Mattathias, le prêtre, tuant le soldat grec. Le soldat grec est coiffé d'un casque grec. Et j'ai l'impression, je pourrais m'hasarder à dire que pour Borchardt, le soldat qu'il tue, le soldat dans lequel il se venge, a un peu l'aspect de l'officier de la garde républicaine qui humilie Dreyfus et au nom des juges français en 1885. C'est une certaine façon de la sculpture de Borchardt et le symbole de la vengeance de Mattathias dans le IIe siècle avant notre ère, la vengeance sur les Grecs, mais elle est unie à la vengeance personnelle de Borchardt de 1895 contre l'antisémitisme français. Et en même temps, l'année du procès de Dreyfus, un jeune journaliste viennois, représentant de la Neue Freie Presse, un journal autrichien très important, est à Paris. Il couvre le procès. Il s'appelle Theodor Herzl. Il écrit dans son journal « Le procès Dreyfus fit de moi un sioniste ». Donc Herzl, en 1895, invente l'État juif. Et Schatz, au même moment, travaille sur un start-up différent, mais connecté. L'école d'art et métiers de Bezalel. Et quand le projet vraiment partira en route, Schatz et Herzl sont déjà, je ne dirais pas des amis, mais ils se connaissent. Herzl aide beaucoup Schatz dans son projet. Et voilà Bezalel, le projet Bezalel. Vous voyez là 2 bâtiments en Jérusalem. À gauche, c'est le musée qu'on a mentionné avant, le musée Bezalel, musée juif, qui est déjà très, dans les années 10, dans les années 20, il peut être décrit comme le plus grand musée juif du monde. Fait avec les
10 doigts de Borichatz, qui a ramassé des œuvres d'art, des objets d'art de partout dans le monde pour créer ce musée important, le musée national. Le bâtiment à droite est l'école d'art où beaucoup d'artistes israéliens ont étudié. Et c'est pour cela que je vous ai dit, Borichatz est appelé le père de l'art israélien. Et à Bezalel, on étudie la culture, la sculpture, mais en même temps, c'est aussi un complexe artisanal. La maison est un complexe de manufactures d'objets et une tapisserie. Entre nous, il est surtout un rêve sioniste, un rêve national. Regardons les objets faits dans ces manufactures de Bezalel par les ouvriers et artistes et artisans de Bezalel. Imaginez-vous que tout ça, c'est l'invention de Borichatz. Et j'ajouterais que j'appelle ça le start-up, mais ce start-up national est le projet économique et culturel le plus important du mouvement zioniste au début du siècle. Et ces objets sont, je dirais, des objets de désir, des objets de passion. C'est la passion de créer, de constituer un environnement national. Schatz a cru que la vie entre ce genre d'objets pour changer la personnalité des gens qui s'en servent, peut aider à les rendre nationaux. Une femme qui se regarde dans ce miroir, qui est décoré d'une façon orientale par des ouvriers yéménites qui travaillent à Bezalel, c'est-à-dire qui projettent un sentiment local. Et la scène figurative dans l'arrière du miroir, qui représente Jacob et Rachel, donc des héros bibliques, des symboles d'amour, dans un décor tout à fait oriental. Et Borichatz est sûr que la femme qui va se servir de ce miroir va se métamorphoser en regardant elle-même son reflet dans ce genre d'objet national. Les gens à Jérusalem ou ailleurs, parce que les objets de Jérusalem devaient être vendus au monde entier, aux Juifs du monde entier, mais des gens qui assis à Paris ou à Vienne ou à Tchernovitch, qui jouent aux cartes, qui jouent une partie de poker, de remi ou de bridge, avec ces cartes nationaux, où au lieu des rois et des princes moyenâgeux se servent des images de rois et de princes bibliques, vont changer, vont devenir autres. Un autre produit de Bezalel que je trouve très important et dont on pourrait parler d'une façon très éloquente et en sortir beaucoup de conséquences. Je le ferai brièvement, mais c'est le livre La Cantique des Cantiques, un livre créé par, je crois, le plus grand, le plus important artiste et enseignant de l'école de Bezalel. C'est de 1924, produit par Bezalel. Et regardons, essayons de comprendre quelles sont les valeurs idéologiques et esthétiques qui sont projetées de ce produit fait à Bezalel. D'abord, la Cantique des Cantiques est un texte biblique, comme vous le savez. Et nous savons que la Torah interdit faire des images. Mais là, c'est des images flagrantes. Et quelles images? Donc, c'est une question très complexe du point de vue de ce
livre. Je ne rentre pas maintenant dans des débats théologiques, mais je vous laisse à réfléchir. C'est certain que ce livre de cantiques des cantiques n'est pas un livre religieux, c'est un livre tout à fait laïque. Bezalel est une école laïque et séculaire. Borichatz lui-même est athée. Et c'est un objet dont l'esthétique est très importante. C'est un objet beau. Et beaucoup de talent a été investi à le produire. Les pages sont couvertes de feuilles d'or. Le dessin, la peinture est très délicate et développée. Et c'est vraiment un objet fascinant du point de vue de son esthétique. Maintenant, c'est comme un peu comme un livre d'enluminure du Moyen-Âge. Et pensons aussi au fait que le plaisir et la beauté sont un peu suspects du point de vue de l'orthodoxie juive. Et je peux vous citer un texte juif classique, traditionnel, Pirkei Avot, le traité Avot, un passage très connu de ce livre dit « C'est lui qui va en chemin et étudie, en étudiant, donc il étudie la Torah ou le Talmud, en marchant, et interrompt son étude pour dire comment cet arbre est beau, comment ce sillon est beau, L'écriture, donc la tradition, le considère comme étant sa vie en péril. Donc, apprécier la beauté, avoir le plaisir du beau, on risque d'en mourir. On risque d'être puni. J'exagère un peu, bien sûr, tout cela est plus complexe que je le décris, mais une phrase, comme je viens de la citer, montre beaucoup. Et en même temps, je pense à un autre texte qui parle de la beauté et qui a été publié, je dirais, presque 50 ans, un demi-siècle avant ce livre de Rabban. Et c'est un texte qui a été publié en Allemagne. Il s'intitule en allemand Das Judentum in der Musik, c'est-à-dire le judaïsme en musique. Il a été écrit par Richard Wagner, le grand compositeur. Il y a maintenant à Berlin une exposition très intéressante qui montre l'antisémitisme de Wagner d'une façon très, très savante et intéressante. En tout cas, tout au long de ce petit livre, il explique que les Juifs ne pourraient jamais faire de l'art, jamais créer la beauté. C'est loin d'eux. Ils ne pourront jamais écrire de belles poésies parce qu'ils n'ont pas vraiment une vraie langue authentique à eux, une langue de mère, une langue maternelle. Et ils ne pourraient jamais écrire de la belle musique parce que leur musique liturgique est atroce et dégueulasse. Et l'idée que les Juifs ne peuvent pas faire de l'art, ne peuvent pas créer de la beauté, est une idée reconnue dans le monde occidental du fin 19e, début du 20e siècle. Les Juifs ne pourraient jamais faire de l'art. Et voilà un livre de Bezalel qui veut vraiment prononcer la nation, le sentiment naissant du nationalisme juif nouveau, du zionisme, veut être une preuve que les Juifs font la beauté. Le texte le livre est aussi montre que ce que vous voyez, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon avec une de ses femmes ou de ses concubines. Il est assis dans son palais, il la touche d'une façon indiscrète, lui est habillé, elle est nue. Donc vraiment, ce n'est pas un livre religieux.
Et le contexte est tout à fait oriental. Lui a l'air d'un cheikh euh, arabe, c'est le propriétaire de l'harem, et cette, cette sorte de corps fait partie de ce qu'on appellerait l'orientalisme occidental. Le regard zioniste sur l'Orient est en partie un cas privé, un cas particulier de l'idéologie orientaliste, c'est-à-dire de la façon dont les Occidentaux regardent l'Orient. Toujours, il y avait dans les images occidentales une femme soumise à un homme, une femme qui est à l'harem ou dans un bordel, une femme dont la sexualité est destinée à faire plaisir à l'homme dominant, à son maître. Les artistes de l'Occident, comme vous voyez là à gauche, ont donné forme, surtout au XIXe siècle, à ce fantasme. Les descriptions orientalistes et érotiques étaient animées par cette curiosité de regarder ou de voir, de comprendre ce qu'est l'autre primitif, essentiel, sauvage. Mais il faut dire que le cas particulier du sionisme, de la conception de l'Orient des sionistes, est un peu plus complexe que ça. Parce que l'Orient, pour les sionistes, pour les juifs, est l'origine de leur peuple. Et la place d'où est né le judaïsme, le peuple juif. Et donc, il faut le traiter d'une façon différente que le font les peintres et les écrivains orientalistes occidentaux. Et l'Orient est aussi le point culminant du retour du peuple juif à lui-même. L'idée du sionisme est de retourner à l'Orient. Ben Gurion a dit en 1925, la destination du sionisme, c'est que le peuple juif devienne de nouveau un peuple oriental. C'est intéressant. Donc, si on ajoute à ça que les juifs sont considérés tout le temps en Europe comme des orientaux, comme des asiatiques, comme des sémites, donc vous voyez là, ce jeu de va-et-vient intéressant et complexe entre Orient et Occident dans la réalité que nous essayons d'analyser maintenant. Et quand regardons de nouveau l'image de Rabban, le roi Salomon, avec sa concubine, il est beau, il est habillé richement, et il ressemble plutôt aux beaux Arabes qu'une partie des orientalistes a dépeint. Là, je ne montre pas une peinture, mais je montre le film, une affiche du film dans lequel a joué Rodolfo Valentino, si connu, Le Cheikh. Il y avait une continuation, un deuxième volet, c'était le fils du Cheikh, mais c'était vraiment le film orientaliste par excellence. Et nous voyons qu'il n'y a pas une très grande différence entre ce que fait Rabban et ce que fait le régisseur du film de Rodolfo Valentino. Ce sont des Arabes. Encore une tournure. Ce que fait Zeev Rabban, c'est de combiner le texte biblique avec le pays d'Israël, avec le locus, avec l'endroit, avec la place, avec la terre. Et regardez les phrases qui sont
cité dans cette page de Ze'ev Rabban. Tes yeux sont des colombes, et voilà là-haut les colombes. Et tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne, et nous les voyons là, les chèvres. Tes dents sont... Tout ça, ce sont bien sûr des propos de l'amoureux à l'amoureuse. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent, tu la vois, on voit les brebis par là. Et Je suis désolé, est-ce que vous pouvez avancer? Parce qu'on a... tes lèvres sont comme un fil de pourpre. Voilà le fil de pourpre. Ta joue est comme une moitié de grenade et on annonce grenade et voilà la grenade. Et ton cou est comme la tour de David et voilà la cour de David. Ton Yigal, cou est-ce que vous tes m'entendez? deux seins sont comme deux pharaons jumeaux d'une gazelle. Voilà les jumeaux et les seins bien sûr sont là. Et donc là, le texte devient une terre, devient une place Yigal, est-ce que vous m'entendez? et un territoire. C'est un territoire texte. Yigal? Et vous voyez comme les, 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 comme les éléments de l'érotisme érotique s'amalgament avec le texte biblique et avec le corps de la femme et avec le corps de cette patrie vieille nouvelle pour créer un objet national comme les autres objets nationaux dont Schatz a rêvé. Mais vous comprenez la tactique, je dirais même la stratégie de la création de ce nationalisme à l'aide de l'art. Le corps de la femme est désiré comme le corps de la patrie. La terre est texte. Elle se donne à ses amants. Il faut dire que c'est un motif connu. Les premiers pionniers qui arrivaient en Israël ont écrit des textes sans fin et myriades de textes. Ils ont écrit des lettres à leurs parents, ils ont écrit des journaux, et je crois que 90% de ces lettres, de ces textes, parlent de volonté, de l'obsession de s'unir à la terre, sexuellement, Yigal? érotiquement, de Yigal? devenir partie de Yigal? la terre, de coucher avec la terre, de coucher sur elle, en elle. C'est un peu ce que nous sentons dans cet objet presque innocent que Ze'ev Rabban a façonné. Arrivons à Reuven Rubin. Reuven Rubin arrive en Israël en 1912. C'est intéressant de noter qu'il est il est invité par Boris Schatz. Boris Schatz, au cours de ses voyages dans le monde, cherche de jeunes juifs talentueux du point de vue artistique. Il rencontre les parents de Reuven Rubin. Il les convainc d'envoyer leur fils en Israël et d'étudier à Bezalel. Là, nous voyons Reuven Rubin avec son ami. Là, c'était vraiment une coutume de beaucoup de Juifs arrivant en Israël de s'habiller en arabe. Et pour eux, c'est une façon de dire nous sommes d'ici maintenant, nous sommes orientaux, nous commençons une nouvelle ville, notre ville est connectée à une certaine mythe orientale biblique. On est comme les grands pères décrits dans la Bible, on est des orientaux, et ils s'habillent ils se déguisent. Rubin étudie à Bezalel pendant un an. Je ne crois pas qu'il aime tellement, mais pour des raisons techniques et familiales, il doit quitter. Il quitte le pays. Il part pour un mois, pour un an à peu près, en Roumanie. Il retourne en Roumanie, à Tchernovitch, dans sa ville natale. Et il pratique la peinture. Il continue à être peintre. Et en même temps, il fait des voyages. Il voyage dans toutes les capitales d'Europe. Et il étudie l'art. Il devient un autodidacte. Il rencontre des grands artistes, il peint, il est un artiste moderne aussi.
Voilà un exemple de sa peinture, très influencée par une peinture autrichienne moderne. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez l'idée. Il expose dans une galerie très importante, une galerie d'avant-garde à New York, celle d'Alfred Stieglitz. Et il suffit de dire qu'il fait partie de l'art moderne dans le monde. Et en 1923, il retourne en Israël. Avant son retour, il se peint lui-même. Il fait un autoportrait. Regardez cet autoportrait. Il est maigre, il est chétif, il a la peau verte, il monte, il tend sa main comme, Jésus, dans beaucoup de peintures, tend ses mains pour montrer ses cicatrices de la croix. Donc, c'est Reuben Rubin, d'abord influencé par une mythologie chrétienne, mais surtout, il se montre comme un sacrifié, comme un sacrifice. Regardez la chambre close, l'espace très étroit, suffocant. La vie n'est pas belle pour Reuven Rubin à Tchernovitch. Et il s'identifie au Christ. Le Christ cicatrisé. C'est une estampe qu'il commence à faire à Tchernovitch et termine à Tel Aviv. Et voilà qu'il vient à Tel Aviv en 1923, l'année de son arrivée. Il se montre d'une façon tout à fait différente. Pardon. Il n'est plus chétif, il est maigre, mais pas chétif. Il est tout à fait bronzé. Il a l'air fort, il a l'air résolu. Il n'est pas dans une chambre close et grise, il est dans la nature, et dans Tel Aviv. Il a la mer derrière lui. Il a ce symbole de liberté naturelle ou une nature libre derrière lui. Et il y a la lumière, cette lumière jaune qui le baigne. La lumière est très importante pour Reuven Rubin. Un de ses amis, le critique, le peintre Melikov, écrit dans une de ses critiques, et Reuven Rubin, rentrant en Israël, a oublié cette façon de peindre à la lumière presque noire de la diaspora, et il peint pour nous, il nous offre des peintures qui sont faites avec la lumière intense de notre pays. Vous voyez le côté idéologique de la lumière. Ses mains ne sont pas vides, ne montre plus ses cicatrices. Il a dans sa main un vase avec une fleur, c'est la fleur de lys. Le portrait s'intitule Autoportrait à la fleur de lys. La fleur de lys, comme vous savez, encore un symbole chrétien, un symbole de virginité, un symbole de commencement. Et voilà, il veut dire, je suis là, je recommence ma vie, je renais. Et c'est comme ça qu'il a décrit son deuxième contact de 1923 avec la nature du pays d'Israël. J'ai oublié la Roumanie, je cite. New York était très loin. Au pays d'Israël, il y avait le soleil, il y avait la mer, il y avait les chaloutzim, les pionniers bronze, dont les visages étaient couleur de bronze, leurs chemises ouvertes. Il y a un côté presque érotique aussi dans cela. Il y avait des filles, des jeunes filles, il y avait des Yéménites, il y avait des enfants aux yeux immenses, un pays nouveau, une vie nouvelle poussait autour de moi. Le monde autour de moi devenait pur et limpide. La vie était primordiale et primitive. Ouais, un peu l'expérience. Maintenant,
Rubin essaye de formuler ou de trouver une formule picturale qui puisse contenir ces sentiments, cette expérience de quelque chose de nouveau qui se crée pour lui-même individuellement et pour le pays lui-même. Cette extase de renouvellement, comment la décrire en peinture? Et comment trouver un style qui puisse vraiment exprimer un enlèvement des couches anciennes des cultures acquises. Maintenant, il faut accéder à un tissu primordial et basique d'expérience humaine et le faire avec l'aide de l'art. En d'autres mots, Rubin essaye de définir son expérience et l'expérience de ses amis comme une passion, un désir, une passion de quoi? Une passion d'immigrant à trouver une voie artistique qui puisse exprimer de la façon la plus authentique l'expérience, je dirais, d'être indigène. C'est dramatique et important, c'est une révolution. Dans la peinture Maison de Tel Aviv, qui est faite aussi en cette année très, très cruciale de son arrivée, vous voyez, il arrive au pays d'Israël et il ne cesse pas de peindre. Il vit par la peinture et il ne cesse pas d'expérimenter. Et cette peinture des maisons de Tel Aviv, et Tel Aviv, il y a vraiment Tel Aviv était juste, c'était le commencement, c'est 1923, et lui choisit de peindre dans un quartier qui est très, très, très simple. Il y avait déjà des maisons très belles à Tel Aviv, très développées du point de vue architectural, mais lui, il va de côté. Il peint les maisons dépourvues de beauté architecturale. Mais voyez le style, voyez la façon de peindre. Il se dissassocie complètement de tout élément de tradition picturale, de savoir-faire. Et c'est comme si vous vouliez regarder la réalité avec un regard tout à fait frais et dépourvu de souvenirs professionnels, comme s'il voulait faire que sa main, ses doigts, oublient les gestes qu'il connaît très bien d'un peintre professionnel. Pour lui, il veut peindre comme un enfant. Donc ça, c'est la nouvelle expérience. Regardez le monde, regardez le pays d'Israël, regardez ce sionisme naissant comme un enfant. La grande peinture, la peinture immense, très longue, très large, qui s'intitule Les premiers fruits, peinte par Reuven Rubin à Tel Aviv, est une peinture importante, très importante, cruciale, qui vraiment décrit ou exprime cette expérience de renouvellement du peuple hébraïque dans sa patrie, si vous voulez. C'est peint en 1923. Imaginez-vous, c'est un immigrant qui arrive, qui part, qui quitte le bateau dans lequel il est arrivé, va se chercher une petite chambre à Tel Aviv et commence à peindre, comme un obsédé. La peinture elle-même est faite de 3 panneaux, donc c'est un triptyque qui rappelle les triptyques de rétables d'église. Il a toujours, Rubin, cette connexion, cette relation à la peinture religieuse et chrétienne. C'est un motif intéressant de sa propre création. Mais le format triptyque, le format rétable, ajoute à ces figures une notion, je ne sais quoi, de sainteté. Ces figures-là sont des saints modernes dont les montagnes créent comme des nimbes dorés ou lumineux autour de leur tête. C'est un tableau laïque, séculaire, mais en même temps imbué de religiosité. Le sujet aussi, ça s'appelle premier fruit. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et d'après la Bible, chaque propriétaire de champ en Israël, au temps du temple, doit apporter ses premiers fruits du champ dès qu'ils poussent, comme offrande aux prêtres de, du temple. Il y a des passages très beaux qui décrivent des milliers de juifs, des agriculteurs qui amènent leurs premiers fruits vers le temple. Tout ça, bien sûr, quand le temple existait. Les différentes figures ici représentent les différents types d'êtres humains qui vivent au pays d'Israël aux années 20. Alors, il y a d'abord ce grand pionnier avec le pastèque sur ses épaules et les bananes vertes dans sa main. La grappe de bananes vertes, et bien sûr, elles sont vertes parce qu'elles sont nouvelles, ce sont des fruits nouveaux. Et lui représente le pionnier, le chaloutz, ou le nouveau juif, si vous voulez, le rêve du sionisme, un juif qui vit en harmonie avec la nature. La terre lui donne ses fruits, le soleil le bronze, donc il fait partie vraiment de la nature. Et c'est un juif nouveau. Et il faut revenir sur ce thème très important, très crucial aussi pour les Israéliens, l'homme nouveau, l'homme juif nouveau. Et je reviens très vite, quelques dizaines d'années plus tôt, au début du siècle, vraiment, quand des théoriciens, des philosophes comme Max Nordau ont traité le sujet du juif de la diaspora qui est dégénéré, le besoin de le régénérer, et regardez par exemple les phrases de Max Nordau, peut-être le théoricien le plus important du zionisme, un bon ami d'Herzl. Nous devons aspirer à créer de nouveau un judaïsme du muscle. Judaïsme du muscle. Nous devons devenir de nouveau, c'est toujours le renouveau, des hommes au torse saillant. Vous voyez, c'est toujours des hommes, ce n'est jamais des femmes. La révolution zioniste est une révolution masculine, avec des corps d'athlètes et au regard hardi. Ça, c'est l'idéal. Donc, le sionisme, d'une certaine façon, est si vous voulez, un projet de restauration de la virilité juive. Herzl en a parlé beaucoup. Il a pratiqué lui-même le duel, par exemple. Il a dit, pour lui, une personne qui ne fait pas du duel n'est pas vraiment un homme. L'idée de devenir un homme en luttant dans un combat de duel était très importante pour Herzl. Mais cette idée de masculinité, parce que les hommes juifs sont faibles, sont fragiles, ils sont parfois trop féminins. Et ça, c'était l'idée connue sur le stéréotype juif diasporique. Alors maintenant, le retour à la terre promise, regardez l'œuvre de Lilian, Otto Ephraim Lilian, l'artiste sioniste le plus important peut-être à la fin du 19e, début du 20e, homme politique lui-même, très bon ami de Herzl. Il illustre la Bible et voilà les espions de la Bible qui ont allé espionner la terre promise, envoyés par Joshua, Josué, et regardez-les, ils sont des athlètes grecs. L'orthodoxie juive religieuse n'aimait pas du tout les Grecs. Les Grecs étaient des ennemis. Mais voilà les Grecs comme idéal de beauté. Et c'est vraiment ces acrobates, ces athlètes sont les nouveaux juifs ou les juifs bibliques qui sont comme un modèle pour le nouveau juif. Lilian lui-même est de peint dans ses illustrations bibliques
les relations hommes-femmes qui sont pleines d'érotisme. Donc, c'est sûr que Zev Rabban, qu'on a vu avant, a été influencé par Liliane. Et tout cela, c'est une idée nouvelle de l'humanité juive d'après les théoriciens, artistes théoriques. Voilà, de nouveaux dessins sont comme des pommes, une phrase tirée de la Cantique des Cantiques, peinte, décrite par Liliane, et vous voyez bien, je ne dois pas ajouter rien. Et l'atlas portant le pastèque de Rubin est vraiment l'exemple de ce nouveau modèle, maintenant déjà en 1923. Sa femme, sa compagne aussi, cette femme tout à fait libre, sa poitrine n'est pas cachée, et donc un couple qui représente la liberté de mœurs et la liberté corporelle des nouveaux juifs au pays d'Israël. Les deux autres personnages sont le couple yéménite. Le couple yéménite qui est tout à fait différent. Il est traditionnel, il est caché, ses corps sont cachés par des habits, il n'apporte pas des fruits cultivés par l'effort humain, mais un enfant, c'est ça, leur offrande. Et à ce temps, il faut dire, les émigrés du Yémen ont été conçus comme des symboles flagrants, des représentants flagrants du peuple juif d'antan. Dans cet effort de montrer la population juive du pays d'Israël, Reuven montre aussi les Arabes. Mais les Arabes, c'est quelque chose d'un peu différent. Ils ne créent pas. L'un d'eux dort du côté droit, se repose. Il est à côté des animaux, il est à côté du chameau. L'autre joue la flûte. Ils ne sont pas créatifs dans ce sens. Ils font partie de la nature, mais ils sont dissociés de l'activité qu'on voit dans le panneau central. Ça, c'est pour décrire ou pour parler de la relation de Reuven aux Arabes du pays d'Israël. Mais regardons un moment des autres artistes comme Nahum Gutman, qui peint ce couple arabe aussi aux années 20. Et il appartient à ce groupe qui voit dans les Arabes un modèle d'appartenance, de force, de relation immédiate à la nature, vous voyez, même formelle. Vous voyez, c'est toutes les rimes plastiques qu'il y a dans ce tableau entre femmes surtout et nature. L'arabe est montré comme plein d'instinct, très fort, physique, primordial, mais en même temps aussi, je ne sais quoi de violence. Regardez le couteau qui est dans le pastèque. Ce n'est pas si simple que ça. Beaucoup d'érotisme. Vous voyez, ce tableau est une continuation d'une série de dessins que Gutman fait autour des couples couples arabes, couples orientaux, faisant l'amour dans la nature. Ce sont les mêmes. Donc le monde musulman ou le monde oriental, disons, est un monde imbu d'érotisme, de sexualité. Il y a bien sûr un côté orientaliste dans tout cela. La femme arabe dépeinte par le même Gutman, avec les fesses prononcées. Toujours, les femmes arabes sont
des symboles érotiques jusqu'au point où il peint une série entière longue de bordels orientaux, des bordels arabes de Tel Aviv, comme vous voyez devant vous. L'Orient est un endroit, un locus, un espace de liberté sexuelle, des instincts forts et imprégné d'éros. Et comme j'ai dit, bien sûr, on connaît ça, pardon, on connaît ça du monde de l'érotisme ou de l'orientalisme européen. Je vous donne l'image de différentes façons de peindre des Arabes dans la peinture israélienne des années 20. Et soudain, 1929, le même Gutmann, le même Nahum Gutmann, de sa propre initiative, a publié un bouquin très petit d'illustration. Il appelle des télégrammes du pays d'Israël, télégrammes de Eretz Israël. Et là, c'est tout à fait différent. C'est une réaction spontanée à une crise la plus importante, la plus marquante qui ont atteint le sionisme. C'est le conflit très brutal, sanglant, entre juifs et arabes dans des villes différentes du pays d'Israël, surtout à Hébron. On dit plutôt ça les émeutes de Hébron ou les émeutes 29. Et leur influence sur la population juive, qui, je vous rappelle, était une infime minorité par rapport à la population arabe, est flagrante, est importante. Et là, en 1929, commence vraiment une guerre civile entre juifs et arabes, une guerre civile qui continua le long des années 30, le long des années 40, et dont le point culminant, c'est la guerre de 48. Nous sommes tout le temps à l'intérieur d'une lutte presque infinie entre arabes et israéliens et juifs. Et il faudrait dire la conséquence, le résultat est que déjà dans les années 30, on peut dire que les juifs d'Israël se séparent de l'Orient. C'est curieux de le dire, parce qu'on a l'impression que les juifs d'Israël rentrent et sortent de l'Orient comme Picasso le disait du cubisme, comme on rentre et on sort dans une chambre de bain. Ce divorce de l'Orient avait des conséquences culturelles très, très importantes. Je vais montrer quelques exemples dans l'art. Et beaucoup d'artistes qui ont aimé à peindre l'Orient, comme Moshe Kastel, que vous voyez à droite. Moshe Kastel, artiste important, il peint beaucoup des villages arabes, le folklore arabe. 1929, tout cesse, il va à Paris, il vit 10 ans à Paris au moins, et il aime beaucoup peindre Paris dans la neige, et il devient très connecté, très parti de l'école de Paris. Vous avez fait une exposition splendide sur l'école de Paris. Moshe Kastel pourrait être facilement dans cette exposition. Et c'est curieux, cet enfant, il est né à Hébron. Ce fils de Hébron qui parlait l'hébreu avec un accent tout à fait oriental, va à Paris et il étudie le yiddish. Et c'est vrai pour beaucoup d'artistes qui, pendant les années 20, d'artistes juifs, ont étudié l'accent arabe pour pouvoir parler l'hébreu authentique, avec le hayt, le ayn, avec vraiment parler l'hébreu oriental. Et ils vont à Paris. Ils cessent de parler ce genre d'hébreu. Ils parlent le yiddish. Ils parlent le yiddish avec Ikoïn, avec Zadkin, avec tous ses nouveaux amis. Ils sont assis à la coupole, ils sont assis à la rotonde, et fini l'Orient. Quand un artiste comme Kostologui, je ne cite pas de nom pour ne pas vous trop parler des noms, mais
Mais Kosonogi, quand il peint en Israël, il peint tôt le matin, tard le soir, pour ne pas être confronté, comme Rubin l'aimait tellement, à la lumière jaunâtre et forte et intense de l'Orient. Il peint dans des climats qui pourraient rappeler l'Europe, Paris. Ce monsieur assis sur le banc dans un jardin pourrait être assis dans un jardin public parisien et lisant le journal français. Mais c'est pas Tel Aviv. Pensez aux maisons de Tel Aviv des années 30. La ville de Tel Aviv est maintenant la ville blanche. L'architecture est neutre, est internationale. Internationalité est importante maintenant. La ville est blanche pour ne pas dire la ville noire. L'alter ego de la ville blanche, c'est la ville noire. La ville noire, c'est Jaffa, qui est à côté de Tel Aviv, et une scène orientale, une scène arabe encore. Regardez cette blancheur des maisons de Tel Aviv, c'est tout à fait flagrant. La blancheur est plastique, mais la blancheur est aussi, vous comprenez, idéologique. Et vous voyez, vous comprenez vous-même quelle déchirure, quel divorce vraiment déchirant il y a entre ces gens, les Juifs qui venaient en Israël, venaient en terre promise pour redevenir, comme Ben Gurion a dit, des êtres orientaux, comme ils étaient pendant les jours de la Bible. Et au lieu de ça, ils parlent le yiddish, ils peignent comme à Paris, ils bâtissent des maisons blanches et ils sont divorcés de l'existence orientale. Ils luttent contre elle. L'Orient était l'ennemi. Et ce que je propose, c'est, pour terminer, pour résumer, faire un très court voyage avec des images pertinentes, bien sûr, j'espère, sur l'idée de chameau. Et on va conclure avec ça. Alors, le chameau, bien sûr, les chameaux, cette caravane orientaliste peinte par Belli au début, je dirais, du 19e siècle, c'est l'orientalisme pur, c'est les pèlerins à Mecque, et qui un aspect qui avait de l'influence sur des peintres disons, de l'école de Bezalel. Et l'Orient, bien sûr, c'est vent à l'aide du chameau. Si c'est les oranges de Jaffa, ou si c'est en Amérique, le chameau qui vend les cigarettes faites bien sûr, de tabac oriental. Turkish and American blend cigarettes avec ce chameau. Et Rubin, bien sûr, pendant les années 20, ne cesse pas de peindre les chameaux. Le chameau, c'est le symbole de l'Orient. Le chameau, c'est un animal qui est si lié au paysage. Il ressemble à une colline. Il vit si facilement dans le climat de l'Orient. C'est le symbole de l'Orient. Et Rubin est amoureux du chameau. Il peint le chameau à chaque instant. Maintenant, Rubin lui-même, arrêtons un moment, il continue à peindre l'Orient, lui. Comme il est vieux, aux années 40, aux années 50, aux années 70, il est déjà très riche. Vous savez que Rubin a été très vite parti de l'établissement israélien. En 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël, il a été nommé ambassadeur d'Israël en Roumanie. Il était le meilleur ami des ministres, des premiers chefs d'État. Et il est devenu riche. Il vendait ses peintures à des millionnaires, des acteurs millionnaires de Hollywood, juifs. Et ces peintures, ces grandes peintures sont accrochées à la Knesset, à la maison du président d'Israël. C'est un grand monsieur, un grand bourgeois. Il a une grande maison à Tel Aviv.
une grande villa à Césarée, pas très loin d'où habite la famille Netanyahou. Il a réussi dans sa vie. Il continue un peu dans l'Orient. Il va dans des coins différents du pays pour peindre ce rêve lointain d'une scène jérusalémite. Mais il est là, il est avec ses chameaux et ses oliviers. En 1950, et j'arrête un moment cette suite de chameaux, et Yosef Zaritsky. Et vraiment, en 1950, Yosef Zaritsky est l'artiste le plus important, le plus influent en Israël. Il a tous les peintres israéliens, les jeunes peintres israéliens, les étudiants dans les écoles d'art, peignent comme Zaritsky. Une peinture abstraite, une peinture qui n'a aucun élément oriental, qui est international. Et Zaritsky dit, nous ne voulons pas de l'Orient. Il le dit quand l'État d'Israël est déjà là, en 1950. Il dit, nous, les peintres israéliens, les artistes israéliens, nous sommes partis, nous parlons cette langue internationale de peinture. On ne veut pas essayer de trouver des éléments locaux, localistes. Et moi, disait toujours Zaritsky, et moi-même en tant que conservateur, j'avais beaucoup des arguments et des discussions avec lui. Il insistait à ce que sa peinture sera exposée avec des artistes anglais, américains, français, dans les salles internationales du musée, jamais dans ce qu'il appelait le ghetto israélien, le ghetto juif, le ghetto oriental. Et je dirais quelque chose de difficile à entendre, mais pour Zaritsky, pour la peinture israélienne progressive, disons, Reuven Rubin est l'ennemi, pas de chameau. Et pensez à ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais je crois que c'est très, très important par rapport à l'identité israélienne. Aux années 80, l'importance de la place, l'importance du locus, pour des raisons tout à fait postmodernes, je dirais, recommence à se déclenche. Donc, les jeunes artistes israéliens, oui, s'intéressent à la place, j'appellerais ça. Mais regardez ce tableau très intéressant, très beau, très important de Gil Shani, de l'année, je crois que ça a été fait à l'an 2000. Cherchez les chameaux. Et il y en a. Je vous les montre. Voilà un chameau. Voilà un deuxième chameau. Qu'est-ce que vous en dites? Le chameau est là. Mais le chameau, il faut faire un effort pour le trouver. Le chameau se cache. Le chameau est une difficulté. Le chameau est une charade. Et quand Gil Shani peint cet origami, peint, sculpte, si vous voulez, façonne cet origami, je ne sais pas si vous faites attention à ce que vous voyez, à ce que c'est, mais c'est une tête coupée de chameau, si vous voulez, sanglante, mais fait en papier. Donc le chapeau est tué, il est massacré, le chameau est massacré, il est mort, il souffre. Il n'y a que sa tête coupée qui est là. Il est exécuté, le chameau. Ce n'est pas une blague. C'est une façon de dire. Et pour terminer, je crois, mon impression quand j'ai préparé cette suite ou cette présentation, quand j'ai vu ce chameau mort, cette tête de chameau, j'ai pensé au commencement, à l'orientalisme, à cette peinture formidable. Non. Vous la voyez, j'espère. Il faut réactiver le PowerPoint.
Est-ce que vous la voyez ou l'avez perdue? Il faut rouvrir le PowerPoint. Voilà, oui. Pardon, excusez-moi pour ces méfaits de la technologie. Vous êtes tout excusé. Il faut peut-être agrandir l'écran. Voilà, et mettre en mode diapositive, on verra mieux, oui. Oui, oui. Mais je crois que vous comprenez l'idée. C'est une peinture une peinture orientaliste. L'orientalisme a un côté, disons, triste, qui touche à la mort, qui touche à la tristesse, à la désolation. Je voudrais vous proposer de lire un livre que moi j'adore, qui a été paru il y a quelques années et reçu le prix Goncourt. C'est Boussole de Mathias Sénard, où il raconte l'histoire des intellectuels français et autrichiens qui adorent l'Orient, qui vont vers l'Orient, qui parcourent l'Orient, qui étudient l'Orient et qui s'en souviennent quand l'Orient se dégringole, quand Alep est bombardé par les avions russes, quand le pays de Daesh massacre et détruit tas de morts, l'Orient reste comme un souvenir. Et cette idée, cette atmosphère de désolation, de tristesse, un peu l'atmosphère du livre. Et ça a un rapport avec l'orientalisme et d'une certaine façon avec cette peinture israélienne. Donc, je dirais que la peinture israélienne, pour conclure, est une recherche, est une fluctuation, est une palpitation. D'un côté, elle veut toucher la place, elle veut venir ici. Elle veut construire une identité vraiment nette, construite, claire. Et en même temps, elle ne veut pas. Il pousse l'Orient, il haït l'Orient, il lutte contre cette volonté de s'identifier avec le localisme, avec le local. D'autres fois, il veut l'embrasser. Ça dépend du moment. Parfois, le localisme s'avère comme, on a honte du localisme, il s'avère comme une faiblesse philosophique, une faiblesse culturelle. Parfois, c'est important. Et je vous ai montré déjà que même dans la phase embryonnaire de la naissance de l'histoire de l'art israélienne, cette naissance était déjà un peu une naissance problématique. Et peut-être c'est le problème qui fait ces choses si intéressantes. Et merci beaucoup.